d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voyons ensemble les titres. La sécurité alimentaire toujours au cœur des priorités de la Côte d'Ivoire. La FAO, par le nouveau cadre du programmation pays, définit les priorités pour l'action 2023-2025. La feuille de route prévoit la mobilisation de ressources et un ensemble d'actions conformément à l'ambition des autorités ivoiriennes de réaliser à l'horizon 2030 l'autosuffisance alimentaire. Pâques dans nos sociétés culturelles devenues Paquino, une célébration à caractère social, éducatif ou culturel pour la promotion des valeurs et traditions. Redécouvrons dans ce journal des pratiques et jeux anciens revisités pour l'occasion. Un bon retour aux sources garanti. Et nous irons au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi. Il succède à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. À 44 ans, il a été élu sur la promesse de rupture avec le système en place et prévoit s'attaquer en priorité au coût de la vie, à la corruption, mais aussi à la réconciliation nationale. Bienvenue à tous. Le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Le président de la République italienne est attendu en terre ivoirienne du 2 au 4 avril 2024. C'est une visite officielle de 3 jours pour revisiter plusieurs accords d'amitié et dans plusieurs domaines d'activité et un point presse au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Le président italien Sergio Mattarella sera accueilli à 17h30 par le président de la République Alassane Ouattara avec qui il aura au lendemain de son arrivée en tête-à-tête au palais présidentiel. Ce sera donc le mercredi 3 avril 2024. Les rapports extérieurs de la Côte d'Ivoire ont été davantage mis en évidence au cours de la semaine canadienne. C'était une opportunité pour les opérateurs économiques ivoiriens d'échanger avec leurs homologues canadiens, avec les cabinets également canadiens d'accompagnement d'entreprises. Christ Diomandé et Jean-Marc Djadji nous en disent plus. Soutenir les entreprises canadiennes et africaines qui souhaitent explorer de nouveaux marchés. Établir des partenariats durables à travers une plateforme de rencontres et de réseautage. Voici l'objectif du promoteur Patrick Ntompa Ilunga, canado-congolais. C'est une mission économique où est-ce que nous faisons venir des entrepreneurs, des entreprises canadiennes pour pouvoir venir réseauter avec les entrepreneurs ivoiriens pour créer des relations d'affaires entre justement ces entrepreneurs-là et voir les relations économiques bilatérales entre les deux pays se renforcer davantage. Pour les partenaires, cette initiative vient consolider les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Ça fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ici, pour la Semaine canadienne en Côte d'Ivoire. Et on va mettre notre réseau à votre disposition pour qu'on puisse aller de l'avant avec les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Au sorti des échanges, le tourisme, l'hôtellerie et la culture sont les secteurs d'activité les plus prisés par les investisseurs canadiens. La souveraineté alimentaire reste aussi un des axes prioritaires des actions du gouvernement ivoirien pour 2024. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture met à la disposition du gouvernement le nouveau cadre de programmation pays sur les années 2023-2025. C'est un outil de planification, de dialogue, d'aide à la décision, mais aussi d'aide à la mobilisation de ressources. On en sait plus dans ce développement de Frédéric Oulaye et Godefroy Kambawa. La présente assise de réflexion sur le cadre de programmation pays CPP 2023-2025 travaille à la vulgarisation des priorités de collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et la Côte d'Ivoire. Ces priorités orientées dans l'agriculture vont servir à soutenir les objectifs nationaux de développement. Notre cadre de coopération pays focalise sur 3 priorités. La première priorité, c'est l'amélioration de la production, la durabilité et aussi la résilience. Voilà, donc ça c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est vraiment tout ce qui touche à l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales. Et maintenant, la troisième priorité, ça touche à tout ce qui concerne l'accompagnement des autorités sur la formulation, la mise en œuvre et le suivi des plans nationaux et des programmes. Le CPP 2023-2025 constitue une boussole de planification des systèmes alimentaires pourvoyeurs de richesses et d'emplois.
Le cadre de programmation que nous appelons CPP, c'est vraiment le document de référence concernant la coopération que nous avons avec l'État de Côte d'Ivoire sur les domaines dans lesquels on accompagne le gouvernement selon leurs priorités définies. Le secteur d'activité, c'est tout ce qui touche les domaines de mandat de la FAO, que ce soit l'agriculture, l'élevage, tout ce qui touche les ressources animales et halieutiques, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, et aussi les forêts, l'environnement, le changement climatique. Cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la FAO appelle à la synergie des actions. Et il s'agit pour les parties prenantes de lutter contre l'insécurité alimentaire. Une autre rencontre, cette fois, elle porte sur le leadership des entreprises. C'est l'initiative de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Les dirigeants d'entreprises ont reçu les codes pour répondre aux défis économiques, nous dit Patricia Omouetia. Ce programme ESSEC, organisé par SIAGE, s'étendra sur 4 mois. Tout ceci appuyé de séances préparatoires en finance et en stratégie. Cette formation sera assurée en grande partie par des professeurs et experts de l'ESSEC. Cette formation consiste à apporter aux futurs administrateurs ou aux gens qui sont déjà administrateurs tous les outils pour leur permettre d'être de bons administrateurs, de bien assumer leurs responsabilités et d'être capables, dans la relation avec le président, le directeur général de la société, d'avoir tous les outils qui vont leur permettre de faire leur métier, c'est-à-dire la stratégie, c'est-à-dire suivre les finances, et que les administrateurs de société doivent accompagner dans la gouvernance de l'entreprise. Pendant des années, j'ai travaillé avec les administrateurs et je sais que l'environnement en a besoin. Des formations à impact réel sur les conseils d'administration pour les rendre dynamiques. Je sais que l'environnement ivoirien en a besoin et l'État même en est conscient et l'État a cette démarche-là, ce parcours-là pour ses administrateurs. Le dernier module qui comprend entre autres une simulation de conseil d'administration grâce à la participation d'administrateurs expérimentés permet de vérifier l'acquisition des connaissances et participe à l'obtention de la certification ESSEC. À présent, un communiqué du district autonome d'Abidjan. Il porte sur une vaste opération d'assainissement qui est annoncée. Ce communiqué est lu pour vous par Franck Quadio. Monsieur le ministre-gouverneur porte à la connaissance de la population du district autonome d'Abidjan que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras outre ou pousse-pousse sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district. Le ministre-gouverneur tient à préciser que cette mesure vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Le ministre-gouverneur voudrait pouvoir compter sur le concours et l'esprit citoyen de tous et de toutes afin de contribuer aux côtés du gouvernement à redonner à Abidjan sa réputation de perle des lagunes, une ville qui offre une meilleure qualité de vie à ses populations et aux visiteurs. Et voilà donc un ensemble de nouvelles actions annoncées par le district autonome d'Abidjan, des actions pour la sécurité des personnes et une meilleure fluidité routière dans le district. Nous en venons à la Pâque, la commémoration de la résurrection de Christ Jésus qui a été célébrée ce dimanche. En Côte d'Ivoire, cette fête chrétienne s'apprécie aussi au niveau socio-culturel avec des manifestations aux intérêts indispensables pour la vie en communauté. C'est surtout l'occasion de promouvoir le patrimoine culturel des régions, une tradition à partager mais aussi à transmettre. On y retrouve même des pratiques et jeux anciens qui revisités. C'est un retour aux sources inédites que nous fait aussi vivre Eugène Atoubé à travers ce reportage. Pakinou à Iki Latrécro était annoncée belle. La mutuelle de développement du village s'est donnée pour défi de tenir son pari. Mobiliser les filles, fils des cadres à une participation massive, mais surtout proposer un contenu en termes de festivité qui plaît, touche et séduit. La présence du Goli, danse d'emprunt et fierté du canton d'Oum, dont fait partie Iki Latrécro, annonce les couleurs. Pakinou dans un village du Doum sans la présence du Goli, impensable. Dans ce canton, cette danse est une pratique qui se transmet de génération en génération. Pour autant,
D'autres pratiques anciennes, comme jouer de la hoko, instrument de musique, ou rouler le tabac, ont disparu ou sont en voie de l'être. Pakinou 2024, un beau prétexte pour la mutuelle de développement de Iki La Tricro de faire découvrir les rares pratiques anciennes qui existent encore. Exemple, la fabrication de l'ofi, l'équivalent du tapa en pays baoulé. Ce pagne fait à partir d'écorces d'arbres est pour qui le met un élément d'identification et signe porteur de message. Signification de cette mime de la vieille dame, toute femme ayant perdu son mari est tenue d'attacher son ofi à partir de la date de fin de veuvage, afin que la communauté la reconnaisse comme veuve à chacune de ses sorties. Autre pratique ancienne que possède encore le village de Iki La Tricro, la filature du coton. Elles ne sont plus que deux femmes septuagénaires à en être les gardiennes. Nous fabriquons à partir du coton des pagnes pour des hommes et pour des femmes. Nous avons appris la technique de nos mères qui nous ont transmis leur art. Aujourd'hui, il n'y a plus de femmes qui font la filature à l'ancienne. Il n'y a pas de relève. C'est dommage que nous ayons abandonné tout ça pour des machines aujourd'hui qui nous font eux-mêmes travail. Les choses anciennes ont été abandonnées. Les jeunes aujourd'hui leur accordent peu d'intérêt. En notre temps, on aimait apprendre de nos parents et c'est ce qu'ils nous ont transmis et nous essayons de perpétuer aujourd'hui. C'est sûr, de la pratique de la filature à Iki La Tricro, il ne restera plus que les outils de travail comme cette quenouille, souvenir d'époque. Les jeux de société traditionnels, autres attraits, et parmi eux, les objets de curiosité. Ce jeu, dont les règles sont expliquées aux enfants, est appelé Abaogo. Il met en présence deux équipes qui peuvent être composées chacune de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes. Je lui lance et puis la trappe. Lui aussi, il me renvoie. On peut louper à tout moment. Quand ça rentre là, tu tires. Voilà, tu as marqué un point. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce jeu rencontre peu d'intérêt au sein de la communauté. Ici, le lancer de toupie auquel les enfants sont exhortés à s'intéresser. Et c'est dans les grandes manifestations qu'on fait sortir ce jeu pour démontrer l'habilité de tout un chacun. Iki La Tricro se targue d'avoir dans le village et parmi ses ressortissants de bons joueurs d'Awali. De tous les jeux de société traditionnels, l'Awali a pignon sur rue et il n'est pas rare que les enfants s'y intéressent. C'est un jeu qui permet aux parents de se distraire lorsqu'ils sont au village. Au moment où les dames sont occupées à faire la cuisine, et ils sont là, ils s'amusent. Pakinou 2024 à Iki La Tricro, moment de retrouvailles, d'union et de partage. Au-delà de la réflexion sur le développement et le progrès dont ils sont appelés à être acteurs, les filles, fils de cadres de ce village, sont aussi invités à être conservateurs de leur patrimoine culturel, comme cette danse de réjouissance appelée le ndolé. Et voilà donc un bel aspect culturel de la Pâque en pays baoulé avec des mimes de rites, jeux de tradition, jeux de société traditionnels, danse de goli, tissage même du pagne, de beaux éléments de la culture baoulée présentés par Eugène Atoubé. Mais Pakinou, on le sait, n'est plus spécifiquement lié au peuple baoulé. Dans le prochain reportage, Herman Yamien nous présente le Pakinou du peuple Abron à Transua, une célébration, échange pour la cohésion sociale, mais aussi le développement avec au centre des préoccupations la relance de la mutuelle du village de Kwadjo-Kisikro. On regarde. Le week-end pascal est la période où les fils et filles du peuple baoulé, vivant dans la métropole Abidjan et dans les autres localités du pays, se rendent dans leurs villages respectifs pour des retrouvailles festives et aussi pour parler développement. Une belle initiative du peuple baoulé qui est en expérimentation à Kwadjo-Kisikro, un village bron de la sous-préfecture de Kwasi-Anangolin dans le département de Transua. Les fils et filles de cette localité
se sont retrouvés ce week-end pascal pour des réjouissances et aussi pour parler développement. Les Baoulés, à cette période-là, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, on sent que c'est comme si il y avait quelque chose qui les appelait, il y avait un appel, et donc ils se mobilisent pour aller, et ça permet dans le développement ou bien dans la vie d'un village de savoir qu'à cette période-là, on peut résoudre tous les problèmes qui se posent. Et nous, en suivant cet exemple-là, ça va nous amener nous aussi à soit une date pendant laquelle on pourra parler de tous les problèmes du village et régler tous les problèmes du village et permettre le développement. Ce village de plus de 1000 âmes dispose d'une école maternelle et primaire, d'un centre de santé, d'électricité et aussi d'hydraulique améliorée. Les populations du village ont décidé de renforcer les liens au sein d'une nouvelle mutuelle pour capter de nouveaux projets de développement. Les priorités, c'est d'abord l'extension de notre lotissement pour dégager toutes les zones administratives, les sites administratifs réservés à des projets stratégiques de développement tels que les écoles, les collèges, les centres de santé, on en a déjà son extension, mais aussi des microfinances. Le nouveau bureau de la mutuelle a bénéficié des bénédictions des autorités coutumières. S'il n'y a pas de mutuelle, ni un autre moyen de réunir les enfants, il serait difficile de réaliser des projets dans ce village. Alors que notre village demande beaucoup de choses. Donc, c'est avec entière satisfaction que j'apprécie cette union. Président de cette cérémonie, le sous-préfet de Kwasi Ananguin a salué l'initiative des cadres avant de les exhorter à cultiver l'union et la solidarité, gage de tout développement harmonieux. Danse des réjouissances et jeux traditionnels ont constitué une autre attraction de cette cérémonie. Désormais une institution, les ressortissants de Kwadjo Kisikoro entendent se retrouver chaque année à la même période pour discuter de l'avenir du village. Voilà, Pakinou chez le peuple bron qui sert également à développer le village en pays baoulé près de Didiévi. Pakinou était aussi une période de choix pour parler de cohésion et de développement, une dynamique impulsée par la mutuelle de développement d'Alia Likro, Golikro. Le témoignage de William Skakou et Kader Sogodogo. Pakinou, moment de convivialité et de réjouissance, est également une occasion de retrouvailles en pays baoulé. Les populations viennent parler de développement. À Alialikro, Golikro, localité située dans le département de Didiévi, la célébration de Pakinou est placée sous le signe de l'unité et du développement. Pour cette année, la mutuelle de développement économique et social du village met au cœur de ses actions la rénovation de l'école primaire qui date des années 1952, la construction d'un centre de santé et la mise en fonction du château d'eau. Monsieur le Président, après le château d'eau qui malheureusement n'est pas encore fourni en eau, nous rêvons d'offrir un centre de santé à nos parents. C'est pourquoi, chers parrains, au nom de tous les parents, vous soumettre cette doléance en vue de leur permettre d'améliorer leur santé. Raymond Konankwaku, président du conseil régional du Bélier, parrain de cette cérémonie, salue l'esprit d'union qui est gage de développement. Il n'y avait pas de paix ici, mais aujourd'hui, les parents ont réfléchi, la population a réfléchi, dit ah non, mettons-nous ensemble. Mais quand on est ensemble, je crois que ça permet aussi d'aller vers le développement. Fin marquant, la visite de l'établissement primaire d'Alia Likro, Golikro, et le lancement symbolique des travaux du centre de santé. Alia Likro, Golikro, ce sont deux villages qui s'unissent pour amorcer le développement durable et l'amélioration du cadre de vie des populations. Pakinou 2024 marque un nouveau départ pour ces populations. Nous partons à présent à Sakassou, où on apprécie bien les nouvelles infrastructures mises à disposition pour l'épanouissement social, école primaire et forage. Et à cela s'ajoute le raccordement électrique de villages au réseau électrique national. Le tout livré en présence du ministre directeur de cabinet du vice-président de la République à Outou, Kofi Emmanuel, selon ce reportage de Soro Corona. Le programme d'eau pour tous à Sakassou, lancé par le mouvement des plaidoyers pour le développement socio-économique et culturel, se poursuit.
À Srambonossou, la réalisation d'un forage met fin à la corvée d'eau. On va jusqu'à Ambrousse pour aller chercher. On se lève à 3h du matin pour aller chercher l'eau. Si femme se lève pour aller, elle voit fétiche là-bas. En tout cas, ça ne nous arrange pas. À Kounoua, toujours dans le département de Sakassou, le ministre, directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi Emmanuel, a procédé à l'inauguration d'un forage. L'eau n'est pas la seule préoccupation à trouver solution. Kofi Emmanuel Aoutou a mis à profit le week-end pascal pour inaugurer des écoles primaires et mettre sous tension des villages du département de Sakassou. À Srambonossou, Kanangoudan, Golipokoukoro et Kounoua, les populations saluent les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour améliorer leur quotidien. Le nombre pléthorique d'élèves dans les classes ne nous permet pas de bien assimiler les cours dispensés par nos enseignants. Ces beaux bâtiments de cette classe vont nous permettre d'être à l'aise dans les classes. C'est de dire merci à notre autorité, le frère Aoutou qui nous a envoyé l'eau. Les ancêtres même lui disent merci d'abord, et puis les vivants. Le ministre directeur du cabinet exprime l'engagement du gouvernement à œuvrer à l'essor du département de Sakassou. Nous entreprenons toutes ces actions avec le soutien des plus hautes autorités de ce pays, le vice-président de la République et le président de la République, qui sont également des soutiens à notre plaidoyer pour que le social soit une plus grande réalité ici à Sakassou. Et les réponses arrivent progressivement. Les ministres Amédée Kouakou et Nguessan Kofi étaient aux côtés de Emmanuel Aoutou. Je peux vous rassurer qu'avec Aoutou et Kofi Nguessan, nous allons travailler pour présenter au président de la République la route qui va donc de Nguéboroa pour passer ici pour aller à Sakassou. On va proposer ça, si le président est d'accord, on va le faire. Avec l'électricité aujourd'hui, tous les jeunes qui vont à l'école, ils vont pouvoir étudier à la lumière. Nous, de notre génération, on a étudié avec la lampe tempête. C'est un élément extrêmement important pour nous, pour le développement de notre pays. Je suis très heureux aujourd'hui d'être dans ce village. Le programme d'eau pour tous à Sakassou règle progressivement la question d'accès à l'eau potable. Pour l'électrification, le taux s'élève à plus de 90%. Tous les villages de Sakassou sont dotés d'une école primaire. Et nous restons au centre du pays où le week-end n'a pas été seulement festif. Un incendie a réduit en cendres la quasi-totalité des registres de l'état civil, le matériel informatique et d'autres équipements de la sous-préfecture de Dimbokro. Le drame est survenu dans la soirée du samedi 30 mars. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée et le maire de la commune, Adama Koulibaly, s'est rendu sur les lieux pour constater l'étendue des dégâts. Eugène Atoubé. Sous-préfecture de Dimbokro. Voici ce qu'il en reste après l'incendie qu'il a ravagé dans la soirée du samedi 30 mars dernier. D'énormes dégâts non encore chiffrés selon les autorités administratives et politiques locales. Le maire de Dimbokro, Adama Koulibaly, accompagné du directeur général de l'administration du territoire, sur les ruines se sont fait une idée claire et précise du bilan qui se dégage de cet incendie que les sapeurs-pompiers ont vite circonscrit. Ce que nous avons constaté est vraiment triste, puisque le foyer de l'incendie, ça a été essentiellement le centre d'archivage, là où se trouvent en fait les registres. Je crois que là, avec tout ce qu'on a constaté, ça nécessite qu'il y ait un travail de fond qui soit fait pour réhabiliter, à défaut reconstruire ou reconstituer tout ce qui a été fait. Je voudrais remercier véritablement les sapeurs-pompiers civils qui ont travaillé durement, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte justement de venir à bout de l'incendie. Des témoins racontent qu'ils auraient vu des flammes s'échapper de la toiture de l'édifice ce samedi-là, aux alentours de 18h. Aujourd'hui, les bureaux ne sont plus fonctionnels. Selon le sous-préfet Zagou Serge Rodrigue, le registre de l'état civil évalué à 1500, tous les ordinateurs et mobiliers de bureau ont été consumés par les flammes. Des mesures palliatives ont été explorées dans la perspective d'une reprise du service dans les meilleurs délais. L'appareil judiciaire de Côte d'Ivoire accueille de nouveaux auditeurs de justice. Ils sont plus de 50 auditeurs donc à avoir prêté serment après une formation à l'Institut national de formation judiciaire. La promotion 2023 qui a prêté serment au palais de justice au plateau ici à Abidjan.
Le point de Marie-France Cona et Michel Mambo. Un engagement à servir la nation et à défendre les droits des populations avec discrétion et loyauté. Ces nouveaux auditeurs de justice, issus de la promotion 2023, prêtent ainsi serment devant leur hiérarchie, parents, amis et connaissances. Ils sont désormais aptes à intégrer les rangs de la grande famille des magistrats. Une immense fierté. La fierté d'avoir enfin concrétisé ce rêve-là que nous avons nourri et qui nous a conduits au sein de l'école de la magistrature. Nous avons bien pris note des différents conseils qui nous ont été prodigués par aussi bien M. le Premier Président, M. le Procureur Général, M. le Bâtonnier, et nous engageons fermement à les appliquer de manière consciencieuse. Ce sont au total 54 auditeurs de justice, dont 50 admis au titre du concours direct d'entrée à l'école de la magistrature et 4 auditeurs militaires, parmi lesquels un capitaine de gendarmerie et 3 commissaires de police. Je voudrais profiter pour remercier M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui ne ménage aucun effort, aussi bien pour les magistrats professionnels qui sont en exercice que pour les magistrats qui sont en formation, en mettant en tout cas tous les moyens dont ils disposent, dont l'État dispose, pour que nous formions des magistrats à la hauteur de la réputation d'état de droit de notre pays. À l'INGF, Institut national de formation judiciaire, la formation s'étend sur 2 ans, la première année dédiée à la théorie et la seconde à la pratique. Dans la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la circulation routière est régie par de nouvelles règles. En cas d'infraction, de nouvelles amendes forfaitaires seront exigées aux usagers. Une décision sur laquelle s'aligne la préfecture de police, le bureau local du Trésor, mais aussi les transporteurs de la ville de Mans. Des mesures qui renforcent la sécurité routière. Léon Pro. Excès de vitesse, conduite en état d'ébriété, non-port de la ceinture de sécurité, non-respect des feux tricolores, bref, selon les infractions au code de la route, la nouvelle amende forfaitaire exigée par l'État varie entre 2 000 francs et 10 000 francs CFA. Des informations données par le préfet de police aux transporteurs de Mans et autres usagers de la route. Ouattara Dongui Brahima annonce l'effectivité de ces amendes en indiquant le retrait des carnets de contravention de 500 francs et 1000 francs CFA des usages de la police depuis le 1er mars 2024, toujours par l'État. Désormais, on a 4 carnets, 2000 pour la couleur jaune, 3000 pour la couleur rose, 5 000 pour la couleur verte et 10 000 pour la couleur bleue. L'objectif, c'est de dissuader tous les usagers de la route parce que, au constat, les accidents de la route sont exponentiels. Ces nouvelles amendes forfaitaires appliquées aux infractions au code de la route, donc des mesures dissuasives. Elles entrent dans le cadre de la réforme du transport pour notamment améliorer la sécurité routière. Bonne nouvelle pour les transporteurs. Pour éviter ces troubles-là, monsieur le préfet a décidé de nous encourager, de nous expliquer le plan essentiel de ces documents. Nous sommes ravis et on remercie encore une fois le préfet de police pour sa sagesse. Elles sont instituées par le décret de 2022 modifiant celui de 2016 relative à la réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique. Les nouvelles amendes forfaitaires sont payables soit auprès des forces de l'ordre, soit au guichet du Trésor public. Et une nouvelle tombée ce matin. La littérature française est en deuil après la mort annoncée de Marie Scondé. L'écrivaine et journaliste guadeloupéenne s'est éteinte dans son sommeil en pleine nuit à l'âge de 90 ans à l'hôpital d'Apt dans le Vaucluse. La romancière nous a donc quitté, une plume incontournable qui laisse derrière elle un héritage, celui de la fierté noire. Autre point d'actualité de ce mardi, actualité sur le continent africain. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, prête serment et devient le 5e président du Sénégal ce mardi.
Le plus jeune président de l'histoire du pays et du continent africain a été porté à la présidence à 54,3% du suffrage exprimé dès le premier tour de la présidentielle au Sénégal. C'était le 24 mars dernier. La passation de pouvoir entre le président sortant Macky Sall et lui aura lieu ensuite au palais présidentiel à Dakar. Le 5e président du Sénégal a prévu de s'attaquer en priorité au coût de la vie, à la corruption et à la réconciliation nationale. Actualité en République démocratique du Congo, Judith Tuluka Simwanywa prend les rênes de la primature. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste de Premier ministre en RDC. Elle succède à ce poste Jean-Michel Sama Lukande après une période de 2 ans et 11 mois à la tête du gouvernement. La nouvelle première ministre était précédemment ministre au plan au sein du gouvernement dans la deuxième équipe du gouvernement de Sama Lukande. Elle était l'une des 3 femmes à occuper un poste au sein de cette administration. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.